La question d'ouverture de cette dernière table ronde est: de quelle manière le SAS 91, en partenariat avec les CPTS, peut-il fluidifier l'accès aux soins non programmés et soulager les services d'urgence hospitalière tout en renforçant la coopération entre l'hôpital, le SAMU et la médecine de ville pour le bénéfice des usagers? Un vaste programme. Les soins non programmés occupent aujourd'hui une place centrale dans l'organisation de notre système de santé. Ils constituent un point de tension majeur à l'interface entre la médecine de ville, le SAMU Centre 15 et les établissements hospitaliers. Il représente un enjeu essentiel pour la continuité des soins et la régulation des flux vers les urgences. Depuis plusieurs années, les constats sont largement partagés tant par les professionnels que par les institutions. Toujours une augmentation de recours aux soins non programmés, souvent liés à des difficultés d'accès aux soins de premier recours, une sollicitation croissante des services d'urgence, y compris pour les situations relevant de la médecine de ville, une lisibilité encore insuffisante des dispositifs existants pour les usagers, comme pour certains professionnels, une complexité des articulations opérationnelles entre ville, hôpital et régulation médicale. C'est dans ce contexte qu'a été déployé le service d'accès aux soins, le SAS. Le SAS vise à apporter une réponse structurée aux demandes de soins non programmés en s'appuyant sur la régulation médicale du SAMU, sur l'engagement des professionnels de ville et l'organisation territoriale portée notamment par les CPTS. Pour autant, plusieurs enjeux demeurent. La montée en charge du dispositif, son appropriation par les professionnels, la mobilisation des effecteurs, la clarté des circuits, ainsi que son articulation avec les organisations locales déjà existantes. La question centrale de cette table ronde est donc celle qui vous a été citée plus tôt. Cette question renvoie à plusieurs dimensions opérationnelles majeures. La gouvernance et le pilotage du dispositif à l'échelle départementale et territoriale, l'organisation concrète de l'offre de soins non programmés en ville, le rôle des CPTS dans l'identification et la mobilisation des acteurs, la coordination avec les établissements publics et privés, et plus largement la lisibilité du parcours pour l'usager. Les CPTS ont ici un rôle de structure. Elles constituent un niveau pertinent d'organisation pour articuler les réponses de ville, soutenir l'engagement des professionnels et assurer une cohérence territoriale dans la prise en charge des soins non programmés. Elles permettent également de faire remonter les difficultés de terrain et d'adapter les modalités opérationnelles aux réalités locales. Cette table ronde a donc été conçue comme un espace de clarification, d'analyse et de partage d'expériences. Elle doit permettre de croiser les regards entre le SAMU, les coordinations territoriales, le SAS, les CPTS et autres partenaires impliqués afin d'identifier les freins à lever, de valoriser les pratiques existantes et de dégager des pistes d'amélioration concrètes. L'objectif ne sera donc pas d'interroger le principe du SAS, mais bien d'en examiner le fonctionnement réel, les conditions de réussite et les leviers d'efficacité à l'échelle départementale, au service d'une meilleure organisation des soins non programmés. À ce titre, nous invitons donc Dr Jean-Philippe Desclés, directeur du SAMU 91, à venir nous rejoindre, mais également Madame Lucie Borja, coordinatrice SAMU du SAS 91, Dr Christine Estadieux, présidente de la CPTS Val d'Orge, et également Dr Mathieu Luce, président de la CPTS Val d'Essonne et de Vallée, et enfin Dr Jean-Pierre de Rivas, CPTS Cœur Santé Orgivette. N'hésitez pas à les applaudir, s'il vous plaît. Depuis ce matin, beaucoup sont engagés. Ça demande un peu de soutien. Merci beaucoup. Installez-vous, prenez place. Et Madame Guy Nebretière également de l'ANS. Effectivement, c'est une omission. Venez, s'il vous plaît. Eh bien, commençons. Merci à tous d'être venus nous rejoindre aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui, à mon avis, parlera à tous, qui sont les soins non programmés et tout particulièrement le dispositif du SAS. Je vais donc commencer par Mme Borja. Bonjour Mme Borja à nouveau. La question est très simple. Aujourd'hui, comment le SAS fonctionne-t-il? Petit 1. Et surtout, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour améliorer la compréhension, mais aussi l'appropriation de l'outil, tant par les professionnels de santé que par les bénéficiaires qui sont nos patients. Tout à fait. Bonjour à tous. Le SAS, comment ça fonctionne? Un patient essonien qui appelle le centre 15 est déjà orienté par une ARM qui traite la demande, qui oriente la demande sur un médecin, soit sur rapprocher un peu plus, soit sur un soin non urgent. Le SAS intervient sur le soin non urgent. Il est passé à un médecin régulateur libéral qui juge nécessaire ou non de l'envoyer sur le SAS. Quand il est envoyé sur le SAS, les opératrices de soins non programmés rentrent en compte. Via le logiciel de régulation médicale, clique le SAS et en fait l'adresse du patient se greffe directement sur la plateforme nationale du SAS. Et pour cela, les professionnels de santé ressortent, ce qui nous permet de trouver au plus proche de l'adresse du patient
un professionnel de santé. Et le patient est orienté pour le 91 en tout cas, dans les 24 heures. Voilà. Donc en 24 heures, aujourd'hui, un patient qui appelle potentiellement le 15 et qui est bien sûr dans une nécessité de consulter peut avoir un rendez-vous avec un professionnel de santé proche de son domicile, si je comprends bien. Tout à fait. Merci. Docteur Desclés, pourriez-vous nous dire comment le SAMU 91 aujourd'hui envisage de renforcer la coopération avec les CPTS pour rendre la plateforme SaaS plus attractive, plus lisible et mieux articulée avec le maillage territorial afin que chaque patient orienté reçoive un créneau dans sa propre CPTS et que la filière SaaS devienne une véritable porte d'entrée structurante entre ville et hôpital. Et au-delà de cette question, pourriez-vous nous dire quelque chose de la place du SaaS aujourd'hui dans un environnement complexe qui est celui à la fois de l'enjeu de l'accès aux soins, mais surtout de celui de l'accès aux soins non programmés, notamment au regard de la situation actuellement des urgences qui peut-être est un impensé lorsqu'on pense au SaaS, au pourquoi de son déploiement, de son intérêt également, qui peut être quelque chose du ressort de la préservation d'un service public. Nous avions eu pour ça des échanges et vous l'aviez évoqué, j'avais trouvé cet élément intéressant. Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus ? D'accord, bien sûr. Alors, dans les faits, le SAMU est une entité qui a deux fonctions, la fonction aide médicale urgente pour laquelle on était historiquement connu et la fonction recours aux soins non programmés qui est plus récente et pour laquelle on a notre place et c'est notre mission et on est ravis de la faire, mais on connaît moins bien le monde du soin non programmé, le monde de la ville, donc c'est pour ça que le SaaS et cette journée est l'occasion de nous rencontrer et de nous connaître mieux. Le SAMU, ce que je veux vraiment dire, est la porte d'entrée au SaaS. Le SaaS, c'est pas le SAMU. Le SAMU, c'est le 15 pour joindre le SaaS et le SaaS après appartient à la médecine de ville avec des opérateurs de soins non programmés et des effecteurs. Alors, pour que ça fonctionne, il faut effectivement, comme Herman l'a dit, que cette plateforme, elle soit, je voudrais dire, sexy, parce que il faut que, pour que les effecteurs viennent s'inscrire, il faut qu'ils y trouvent leur compte. Il ne faut pas que ce soit pénible, il ne faut pas que ce soit difficile, et il faut que ça fonctionne. On le doit aux médecins qui doivent être effecteurs, et donc, il n'y a pas deux médecins qui fonctionnent de la même manière. Il y en a qui aiment fonctionner avec des logiciels d'agenda en ligne. Il y en a qui ont un autre logiciel différent du voisin. Certains sont plutôt à dire, moi, je préfère qu'on me contacte par téléphone. D'autres qu'on m'envoie un SMS. D'autres d'avoir une notification qui apparaît sur mon écran. Et quand on travaille pour le SaaS, la plateforme, c'est quelque chose de national, donc c'est quelque chose qui au départ est assez calibré et harmonisé sur l'État. Moi, ce que je veux faire, c'est de venir à la rencontre, et c'est pour ça que le SAMU rencontre toutes les CPTS du département, et de dire mais comment on peut faire un pas vers vous, et de voir comment vous travaillez pour pouvoir permettre de rendre cette plateforme la plus fonctionnelle et la plus adaptée à votre mode de travail. Ça, c'est pour cette plateforme nationale qui est la plateforme de niveau 1. Cette plateforme de niveau 1 qui est, parce que je suis un service de l'État et qu'elle est mise en place par l'État, il est de mon devoir de la rendre la plus facile à utiliser pour qu'il y ait le plus de personnes qui soient effecteurs. Maintenant, il ne faut pas renier non plus l'histoire du département où, avant le SaaS, il y a des gens qui avaient déjà réfléchi à des manières de pouvoir répondre à des gens qui cherchaient un médecin et qui n'en avaient pas. Il y a eu tout un travail qui est fait et il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a la possibilité d'intégrer ces travaux-là dans le SaaS. C'est ce qui est appelé le SaaS de niveau 2 et qui permet de rattraper des effecteurs. Voilà. Moi, mon souhait serait que ce SaaS de niveau 1 soit tellement bien développé que finalement on ait regroupé tout le monde. Mais si on a des choses qui existent et qui ont été mises en place et qui sont plus fonctionnelles que la plateforme, je n'ai aucune volonté de bloquer ça. Évidemment, mon seul et unique but est que les Essonniens aient une réponse positive à leurs demandes et que les personnels qui travaillent au SAMU puis au SaaS aient une réponse à apporter, puisqu'il y a pas grand-chose de plus désagréable quand on travaille en régulation que de ne pas avoir de réponse quand quelqu'un vous appelle à l'aide. Alors, j'aimerais relancer un peu une question là-dessus. Vous avez parlé de SaaS niveau 1, SaaS niveau 2. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Pourriez-vous approfondir et repréciser un peu ce qu'est chaque niveau et quel est l'état des lieux de la sollicitation du SaaS actuellement sur le département, approximativement en termes de chiffres ou
de monter Alors, en charge. Je vous propose, moi, je vais faire le côté niveau 1, niveau 2. Et pour les chiffres, moi, je suis la porte d'entrée. Le côté activité du SaaS, ce sera plutôt Madame Borja. Pour le côté niveau 1, niveau 2, le SaaS, quand il a été créé avec cette plateforme nationale. Et donc, c'était le SaaS. Et puis, on rentrait dans le SaaS. C'est donc le SaaS initialement. Et puis, on a vu arriver des personnes qui nous ont dit, mais nous, on a aussi des choses déployées. Et donc, on a fait le niveau 1, niveau 2, permettant de dire, bah oui, on rattrape pour avoir le plus d'effecteurs possible. Le SaaS de niveau 1, ça veut dire quoi? C'est que quand les gens nous appellent, on fait appel à la plateforme et on trouve une solution sur les effecteurs qu'il y a sur ce niveau 1. Et en cas d'échec de ce niveau 1, on peut avoir un recours sur le niveau 2 où on va avoir des effecteurs qui n'étaient pas présents sur le niveau 1 et qui vont être présents sur le niveau 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces effecteurs qui sont sur le niveau 2, c'est parce que le mode d'organisation de la manière dont ils sont joints ou est-ce qu'ils ont une structure qui permet de les joindre est organisée comme telle et qu'elle leur convient bien. Ce qui est dommage, c'est que quelqu'un qui va faire partie de leur CPTS, s'ils sont inscrits qu'en niveau 2, on va potentiellement leur trouver un effecteur hors CPTS sur une commune à côté. Et je trouve ça, moi, fondamentalement dommage. J'espère qu'on va réussir à être tous ensemble, à s'accorder, à dire quand un patient qui est sur une CPTS a besoin d'un effecteur SaaS, qu'on arrive à lui fournir un effecteur sur sa propre CPTS. Lui, ça lui fait un périmètre géographique qui est plus acceptable. Et puis, ça enlève le sentiment que des confrères pourraient avoir dans la CPTS d'à côté de dire, moi, je me suis mis effecteur pour ma CPTS, mais finalement, je reçois des gens qui ne sont pas de ma CPTS et j'ai pas l'impression de rendre service à ma propre CPTS, puisque si eux, ils ont besoin, je serai plus disponible. Donc voilà, moi, mon but, c'est qu'on arrive à avoir de la place dans chaque CPTS pour tous les patients de leur propre CPTS. Je pense que c'est ce qu'on doit aux patients. Et pour les chiffres, je passe la main. Alors, avant de vous parler des chiffres, je tenais déjà à remercier l'ensemble des CPTS que j'ai sollicités et qui ont répondu présent, et également les effecteurs avec qui j'ai échangé déjà, ce qui nous a permis d'avoir des échanges très constructifs. Il faut savoir que les CPTS, ils font un gros travail sur leur secteur. Et nous, ça nous apporte des pistes d'amélioration pour le SaaS. Madame Estadieu pourra également après témoigner de cela. Voilà, le SaaS, on vise vraiment à améliorer. On vise à améliorer le niveau 1, mais également le niveau 2 pour limiter ce taux d'échec. En termes de chiffres au niveau du SaaS, sur l'année 2024, on était à peu près à 9000 orientations. Et on a à peu près sur 2025 pour le moment entre 20 et 30% d'augmentation. Voilà, il y a vraiment une augmentation des soins non programmés sur le territoire et il faut vraiment qu'on puisse répondre à la population essonnienne. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre. Merci. J'aurais juste une dernière question avant de passer la parole à ma co-animatrice. On a parlé tout à l'heure d'inscription pour un professionnel de santé. Là, on parle des médecins pour le moment via la CPTS. Peut-être parfois via une maison de santé ou à titre individuel. Et j'ai entendu également tout à l'heure que si la CPTS choisissait une orientation, par exemple, niveau 2, quelque part, ça s'accorde à l'entièreté de la CPTS, mais quid du professionnel de santé? Est-ce qu'il a le choix, entre guillemets, de son mode d'implémentation au SaaS? Est-ce que pour autant, lorsqu'il y a quelque chose qui a été choisi par la CPTS, est-ce que ça l'embarque dans la dynamique ou est-ce qu'il peut également s'inscrire selon les modalités et quel est du coup l'impact de ce choix d'inscription sur sa modalité en fait de travail avec le SaaS, juste pour plus de lisibilité pour tout le monde. Madame Guilbrutière, je vais vous laisser rapidement la parole. Madame Guilbrutière, c'est notre référente ANS qui est nationale, qui a, de par son expérience, pourra bien vous répondre. Ils ont fait un énorme travail sur la plateforme. Les CPTS remontent par rapport à leur secteur. Les professionnels rattachés à la CPTS remontent. Madame Guilbrutière, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, en effet, au niveau de la plateforme numérique du SaaS, chaque professionnel de santé précise sa participation au SaaS. Donc, pour l'instant, il est obligé de choisir. Alors, choisir, c'est renoncer. Il ne peut pas dire encore, mais ça va venir en 2026, ça va être la nouveauté. Chaque professionnel de santé va pouvoir préciser, je participe à titre individuel, je mets un créneau par semaine ou 2.
et via ma CPTS, parce que ma CPTS, elle a aussi organisé les soins non programmés sur le territoire. Donc ça va venir. Mais pas de problème, chaque professionnel de santé avec sa CPS se connecte sur sas.santé.fr, précise sa participation au SAS à titre individuel via sa MSP, via sa CPTS ou via son association SOS Médecins. Ensuite, les CPTS, elles sont donc remontées via le ROR. Ça nous permet de respecter les zones d'intervention de la CPTS. Lucie l'a dit tout à l'heure, l'OSNP, via le logiciel de régulation médicale, a un petit bouton qui lance la plateforme. L'adresse précise du patient est transmise et ce sont les professionnels de santé de la CPTS par rapport à la zone donc, du domicile du patient qui remontent. Et ça nous permet de respecter ce parcours. Et ça, c'est très important parce qu'auparavant, on l'a fait 6 mois remonter les CPTS via le FINES. On n'avait pas ces zones d'intervention. Donc, on a été un peu dans le mode, on oblige les CPTS à être inscrites dans le ROR. Comme ça, nous, on remonte les zones d'intervention. Donc ça, c'est très important. On parle de la médecine générale et bien sûr, je dis professionnels de santé parce qu'après, il y aura les parcours de soins, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, etc. Donc ça, c'est très important aussi parce que c'est que le début de la participation des CPTS. Donc, je pense que j'ai répondu sur la partie plateforme et vraiment, l'idée, c'est que l'outil est vraiment pour la mise en œuvre de l'organisation des SNP. Donc, on s'adapte et on fait participer des gestionnaires de structures de CPTS, de structures d'exercice coordonné pour nous transmettre leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on a créé un rôle gestionnaire de structure, un ou plusieurs par CPTS. Et donc là, vous avez la vision des professionnels de santé qui participent au SAS. Vous pouvez aller jusqu'à gérer l'agenda du médecin si c'est dans l'organisation de la CPTS. Toute organisation, l'outil doit répondre à ce mode d'organisation. Ça, c'est très important et c'est pour ça que la plateforme évolue avec des ateliers prévus avec les professionnels de santé. On interface les différents logiciels de solutions d'agenda. Et donc, Entracte, qui est beaucoup utilisé sur le 91, on a fait un test en pré-production avant-hier. Donc, si ce n'est pas avant Noël, ça sera après Noël. Voilà. Très important aussi pour répondre à votre organisation de niveau 2 qui est mis en œuvre sur le département et qui doit vraiment être mis en valeur. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, je rebondis, merci. Vous faites une très belle transition pour les animateurs. Docteur Desclés, on parle beaucoup du SAS médecin, mais bientôt, a priori, le SAS sage-femme et IDE. Pour vous, du coup, quelle trajectoire se dessine en termes d'évolution pour le SAS, à moyen et long terme, en matière d'organisation territoriale, mais également de coopération entre la ville et l'hôpital? Alors effectivement, on a le SAS. Ce qu'on appelle le SAS, parce que c'était le premier, c'est en fait le SAS médecine générale, et il va falloir qu'on prenne l'habitude tous potentiellement de le préciser, puisque on a le 27 novembre dernier ouvert le SAS psy, qui est donc maintenant fonctionnel et qui permet donc de prendre en charge les gens qui sont en situation de crise en lien avec la santé mentale. Et on a effectivement dans les tuyaux le SAS sage-femme. On est aussi en train d'échanger avec le monde du dentaire et on a quelques échanges avec le milieu infirmier. Le but du SAS, ça veut simplement dire service d'accès aux soins. Et donc le SAMU sera la porte d'entrée de tout ce qui peut éviter à des gens qui n'ont pas de solution de rester dans la peine ou de se présenter aux urgences qui n'est pas pour eux le bon endroit. Et donc, on sera évidemment ouvert à pouvoir répondre à ces sollicitations. Les deux seules choses que le SAMU demandera, c'est qu'on soit dimensionné de manière à pouvoir décrocher ce flux d'appels, parce que plus on a d'appels de soins non programmés qui viennent se mêler à des appels d'urgence, plus on risque d'avoir un délai de décroché long, et je ne peux pas admettre de mettre en danger des gens qui ont une urgence vitale parce qu'on augmente notre flux d'appels et qu'on n'est pas en capacité de répondre. Et la deuxième chose que je demanderais pour que ce soit fonctionnel, c'est qu'on ait les effecteurs pour donner des réponses, puisque comme je vous l'ai dit, si on prend les appels mais qu'on n'a pas de solution à donner aux gens, ça n'est pas fonctionnel. Et donc voilà, si j'ai l'assurance de pouvoir décrocher ces appels et de pouvoir avoir des solutions comme c'est en train d'être construit en ce moment avec les sages-femmes dans les groupes de travail, je n'ai absolument aucun souci à développer autant de cordes à l'arc que ça, ce que vous le souhaiterez. Merci beaucoup.
On va rebondir du coup, on va changer un peu de côté. On va aller voir Docteur Estadieux. Donc on va évoquer cette fois-ci l'expérience territoriale du côté CPTS sur le sujet du SAS toujours. Pour vous aujourd'hui, quels sont les facteurs indispensables pour fédérer des effecteurs autour et donc de fait au sein des SNP, mais surtout construire une articulation efficace entre le SAS et les solutions déjà existantes? En fait, pour rebondir, il y a des CPTS qui ont testé toutes les méthodes, c'est-à-dire qu'avant la création du SAS, certaines CPTS avaient créé déjà un accès aux soins non programmés pour leur CPTS avec une plateforme qui était faite un peu comme SOS, c'est-à-dire qu'il y a une opératrice qui prend les demandes, qui est formée comme les gens des SOS, donc c'est une opératrice formée, qui envoyait une demande ensuite sur un territoire et les médecins répondaient en ayant leur téléphone dans leur cabinet, donc sans passer par les secrétaires. Eux-mêmes, ils acceptaient un peu comme du one-shot dans la journée. Ils acceptaient comme on accepte au coup par coup, c'est-à-dire sans se mettre dans un emploi du temps donné, sans se mettre dans une structure donnée. On a testé ça avec cette plateforme qui permettait aussi de signaler le médecin traitant du patient. Et donc, on savait, le médecin traitant pouvait répondre. Vous voyez, tiens, c'est un de mes patients, je vais le prendre. Mais aussi, s'il n'était pas médecin traitant, ça permettait aux autres confrères de rendre ce service. Et il y avait aussi un retour, puisque dans cette plateforme, on mettait un petit mot qui permettait de savoir si le patient était venu, s'il n'était pas venu, pourquoi il était venu, etc. L'idée, en fait, c'était de faire un soin non programmé, mais en l'incluant, et je réponds à la deuxième partie de votre question, à ce qu'on faisait à côté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est demandé aussi au CPTS? C'est de faire des parcours, c'est de faire du soin, c'est de faire du lien. Et l'idée, c'est de ne pas uniquement faire du one-shot sur une demande d'un soin non programmé, mais d'assurer peut-être la suite. C'est-à-dire, par exemple, de lui proposer un médecin traitant, de déclencher une autre demande sur la même plateforme. Mais l'idée, c'est ça. C'était pas la plateforme. L'idée était, il y a un point d'entrée du patient dans une demande de soins, mais après, peut-être qu'il aura besoin de quelque chose d'autre et comment on va pouvoir, à partir de là, lui fournir autre chose ou se mettre en contact avec d'autres confrères pour amener une autre demande. C'était ça l'idée au départ. Ensuite, le SAS est arrivé. Et donc, effectivement, le SAS était plutôt au début construit avec des horaires bloqués, avec quelque chose d'un petit peu rigide qui a un peu eu du mal à prendre. Et même, on a travaillé là-dessus et de plus en plus, comme le disait ma voisine, améliorer ça justement à la demande aussi des soignants. Ça va être ouvert aussi à d'autres. Donc, nous, par exemple, dans notre CPTS, on explique les deux parce que c'est important de faire aussi du SAS national. Mais l'idée, c'est que la compréhension du soin non programmé soit celle-là, c'est-à-dire comment la ville peut se l'approprier. Donc là, c'est Entrac, mais ça peut être une autre CPTS, peut avoir un autre fonctionnement qui fait qu'on ne va pas détruire ces services. Et ce qu'il faut, à mon avis, on va soulager les urgences. Mais si on veut faire un vrai travail de fond, il faut que ce SAS, il soit aussi pensé dans la globalité du soin. Sinon, ça va être du one-shot, ça va être de la consommation. Et le risque, c'est de faire de nos patients des consommateurs. Et je ne suis pas sûre qu'on y gagne. Donc, il faut construire le soin dans une vision globale, avec ou sans plateforme, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, et c'est aussi l'intérêt du niveau 2, c'est que ceux qui ont commencé, ils ont envie de garder l'outil. Ben, s'ils ne sont pas disponibles sur ça, nous, le CPTS, on se propose de les contacter autrement par un système qu'ils connaissent. Mais l'idée essentielle de garder toutes les structures, quelles qu'elles soient, c'est de s'adapter aux médecins, d'avoir le plus d'effecteurs possible en fonction des caractères de chacun, en fonction de la disponibilité, en fonction de plein de choses. Et surtout, d'avoir à l'esprit que ce SAS, il doit travailler pour la suite. Et pas uniquement, je consomme un acte, je fais un acte. Sinon, on va avoir des spécialistes du SAS. Et puis après, il n'y aura plus rien derrière. Si on veut que tous les médecins participent et que ce soit vraiment un maillage, bah déjà, il faut que ce soit, comme le disait madame et comme le disait Jean-Philippe, chaque territoire apporte son truc. Et surtout qu'on voit la suite. Comment est-ce que ça s'articule? Et je pense qu'on est en train de monter une gouvernance, je pense qu'il va aller dans ce sens, puisque cette gouvernance, on va avoir l'Assemblée constitutive le 21 janvier. Elle réunit le SAMU, avec toutes les discussions qu'on pourra avoir, l'URPS, l'Ordre des médecins, les URPS de toutes les URPS, et les 13 CPTS, plus la femme étant l'organisation qui est représentante des MMG, les soins de nuit. Hein. Tous ces gens-là vont se mettre autour de la table et vont pouvoir essayer de construire un soin non programmé en Essonne, tous ensemble, et surtout de l'organiser dans l'ensemble du reste des besoins de soins de la population. Merci. Alors, je pense que cette gouvernance va probablement nous aider à avancer si on s'y prend bien.
Alors, vous devancez nos questions, mais tant mieux. Encore une fois, nos intervenants de cet après-midi nous facilitent le travail avec Monsieur Mongo. Du coup, concrètement, Dr Estadio, vous y avez répondu partiellement, mais concrètement sur votre CPTS, comment vous pouvez nous présenter sommairement l'organisation qui est proposée au niveau justement des soins non programmés, sur votre CPTS spécifiquement? Sur notre CPTS, c'est l'organisation d'entracte que je viens de vous expliquer. Mais c'est pas ça, c'est un opérateur qui peut contacter directement. Enfin, le patient appelle un opérateur et on déclenche sur un territoire donné l'ensemble des médecins et on prend. Donc avec un numéro de téléphone SNP. Mais après, on va aussi faire la promotion du SAS, c'est-à-dire que, comme le disait mon collègue, il est hors de question de faire des montages. On garde pour l'instant ça, mais l'idée, c'est qu'après tout ça puisse annulé. Dans notre CPTS, il y a aussi le SAS, on fait aussi la promo du SAS, on explique les deux. Et dans un second temps, là, on a signé une convention, je ne suis pas la seule CPTS, il y en a 3 autres, pour qu'il y ait un niveau 2, c'est-à-dire celui qui a vraiment pas envie de s'inscrire sur le SAS, qui a envie de garder le système SNP non programmé, le SAS peut à un moment donné le solliciter directement, c'est ce qu'on appelle le SAS niveau 2 par le SNP, de manière à ce que tous les effecteurs y trouvent leur compte et que le SAS puisse avoir toutes les possibilités et que le soin non programmé soit libre. C'est clair ce que j'ai expliqué ou... Ça me semble très clair, mais je laisserai l'Assemblée nous commenter ou nous poser des questions à l'issue des échanges. Dernière petite question, docteur. Et je laisserai après la parole à mon copilote. Selon vous, quels sont les objectifs et surtout la place du dispositif SAS au long terme dans le parcours de soins d'un patient? On en parlait. Pour vous, ça peut être déclencheur de consommation de soins alors à tort, je ne sais pas, mais en tout cas par un biais d'utilisation du système. Mais ça reste un maillon, a priori indispensable à la chaîne, si on peut dire, de soins proposés aux patients de l'Essonne, entre autres, mais aussi des autres départements qui ont un SAS en fonctionnement. Alors, je ne vais pas parler que pour moi, je vais m'exprimer, mais je pense que toutes les CPDS pensent ça, puisqu'on en a discuté. Donc, je représente, je ne parle pas que pour moi. Je pense que c'est effectivement un maillon, que c'est une porte d'entrée dans le soin, surtout pour celui qui n'a pas de médecin traitant, puisqu'il il fait appel à la collectivité pour qu'on le soigne, mais qu'à partir de là, je pense que ça appartient au MSP, au CPTS et aux médecins qui vont prendre du SAS, et après aux autres soignants d'ailleurs, parce que c'est de prévoir la suite. C'est-à-dire si par exemple il y a un patient qui vient, on va lui proposer autre chose. Je vous donne un exemple, un patient qui a insuffisance cardiaque, c'est l'occasion, quand on reçoit quelqu'un au SAS, peut-être, et ça c'est un travail à faire en inter-CPTS, de lui dire, vous savez, dans votre CPTS, on peut vous prendre en charge ou ailleurs pour telle et telle raison, on peut vous mettre dans un parcours, pourquoi pas? Je veux dire, on peut imaginer une sorte de maillage comme ça, et c'est ce que font la plupart des effecteurs qui travaillent en CPTS, et probablement il faut développer ça. Parce que sinon, la personne, la fois d'après, elle repassera par le SAS, elle repassera par les urgences, alors qu'en fait, elle pourrait être prise en charge autrement. Et je pense qu'en plus, l'idée, ça serait de coordonner l'ensemble des gens qui vont travailler dans le SAS. C'est-à-dire, par exemple, très bien imaginer qu'une porte d'entrée d'un médecin, ça puisse être un médecin, mais qu'il faille une sage-femme, il se trouve que cette femme, elle est enceinte et qu'elle a un problème, on enchaîne sur appeler la sage-femme qui est dans la coordination de la CPTS. Voilà, c'est un maillon, une porte d'entrée, mais je pense que ça vaut le coup de réfléchir à la suite. Donc il y a un travail de CPTS sont bien placés pour faire le travail. C'est ce que j'allais dire, il y a un travail de fond effectivement qui peut être porté par les CPTS effectivement d'officialiser ce maillon au niveau du soin, mais surtout principalement aussi de créer l'après-consultation. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Mo. Docteur Luce, j'aimerais juste, avant que vous n'interveniez en complémentarité de l'échange avec le docteur Estadieu, faire un petit point avec le docteur de Rivas avec qui nous avons pu échanger. Le docteur de Rivas, il se présentera, travaille depuis plus de 30 ans, je crois, sur le territoire. Et donc, a déjà une expérience également des soins non programmés. Donc là, on parle du SAS, et effectivement de certaines modalités de prise en charge des soins non programmés, à comprendre également que le besoin est tel dans les territoires qu'en fait, les médecins, là on parle des médecins de la population médicale, réalisent des soins non programmés au quotidien. Mais je crois qu'il y a également un enjeu de valorisation, si ce n'est de reconnaissance de ce qui est fait, parce que ça draine déjà une bonne part de ce volume de patients, d'usagers qui évitent ce passage aux urgences. Et je crois que la bonne complémentarité se fera lorsqu'on aura pu identifier l'ensemble de ces maillons et qu'on arrivera quelque part un peu à la mettre en musique. Donc, docteur de Rivas, fort de votre expérience de plus de 30 ans dans les soins non programmés en médecine de ville, comme une organisation portée par les CPTS fondée sur des médecins volontaires, des plages horaires simples, une articulation directe possible avec le SAS, pourrait-elle rendre les SNP à la fois plus attractifs ou attractifs tout simplement pour les professionnels, lisibles pour les patients et soutenables pour le territoire? Merci.
Oui, donc je pense qu'il faut vraiment qu'un médecin soit complètement libéré pour qu'il soit disponible pour les appels du SAS. Le SAS, c'est une orientation absolument nécessaire. Donc que les patients passent par le SAS, évidemment, mais il faut qu'il y ait des médecins disponibles sur une plage horaire bien définie, pas forcément toute la journée, mais chaque jour de la semaine, pour répondre aux soins non programmés, et un par CPTS me paraît opportun. Après, en fonction du nombre d'appels, en fonction de l'importance de l'activité, on peut passer à une journée complète, on peut passer à 2 médecins par CPTS, 3 médecins. Bon, n'importe quelle souplesse est bonne à prendre, mais je pense que prendre en plus, se dire, bon, je prends les appels du SAS en plus de ma consultation ne me paraît pas opportun. Je pense qu'il faut vraiment libérer le médecin et qu'il attende, entre guillemets, les appels du SAS pour pouvoir effectuer ses soins non programmés. Voilà. Donc, une demi-journée par jour pour le ACPTS, je pense qu'on aurait assez de professionnels de santé qui seraient disposés pour le faire, moyennant une rétribution minimale. Voilà. Alors ça, docteur de Rivas, c'est quelque chose qu'on perçoit dans certains territoires CPTS qui, eux, sont allés dans le dur du dur de la difficulté de l'accès aux soins, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de médecins. Alors, à proximité de la zone de Butier, dans le 45, du côté de Malesherbes d'ailleurs, il y a des centres de soins comme ça non programmés qui se sont montés, qui sont articulés du coup avec le SAS, avec un roulement de médecins qui viennent donc d'un peu partout pour faire vraiment un accès aux soins d'urgence, de premier recours pour des populations qui, n'ayant plus de recours médical constant et régulier, se retrouvent finalement désœuvrés de tout et n'ont pour seul recours que cette modalité-là. Ça me fait beaucoup penser, et on l'avait évoqué également, à l'organisation d'anciens médecins qu'on voyait dans les territoires. Je me rappelle quand je me suis installé, ça fait un bon moment déjà, quasiment 20 ans, le temps passe vite. On avait beaucoup de médecins qui pratiquaient à la fois une demi-journée de consultation classique programmée et toute une après-midi de soins non programmés. Alors très rapidement, cela a arrêté parce que très rapidement, en fait, l'afflux, pas le docteur Derivas justement, mais j'y venais. Pas tous. J'y venais doucement, mais j'y venais quand même. Beaucoup ont arrêté justement du fait de la pression quand même énorme qui arrivait de par la demande des patients, parce que à la fois initialement c'était leur propre patientèle qui venait pour des besoins d'ordonnance, etc. Il n'y avait pas forcément besoin d'une programmation de rendez-vous. Ensuite, ce sont les patients extérieurs et puis des patients venant d'un peu plus loin avec une demande, une pression qui très rapidement fait en sorte que ces patients, ces médecins en tout cas, ont arrêté. Une autre observation également, pour avoir discuté avec le docteur Estadieux et Mathieu notamment, et l'ensemble des autres médecins avec beaucoup, il est décrit une forme de difficulté d'intégration de ces demandes dans un agenda de journée qui est parfois vécu comme étant complexe. Vécu comme étant complexe, pas forcément la réalité dite comme telle, parce que parfois c'est perçu comme étant quelque chose de supplémentaire qui vient se surajouter et qui du coup s'absorbe beaucoup mieux lorsqu'on a la chance à la fois d'avoir une belle organisation CPTS derrière qui peut promouvoir, ou parfois une belle organisation de maison de santé avec des relais humains, etc., qui peuvent permettre d'absorber toute la charge administrative, de discuter avec la coordonnatrice du SAS pour essayer d'avoir une meilleure articulation. Mais ça peut être quelque chose également, l'idée est intéressante et imaginée dans les territoires parce que ça permet quelque part une juste participation de certains de manière isolée et ensuite une montée en charge en cas de besoin en fonction des périodes, etc. L'idée, on peut y revenir, n'est vraiment pas inintéressant. Docteur Luce, je laisse la parole. Ok, docteur Luce, je vous en prie. Alors, pour vous, sauf si vous vouliez intervenir peut-être sur le... Ah, bien sûr, je vous en prie, allez-y. Bonjour, je suis le docteur Luce, je suis le président de la CPTS VE2V et également médecin chez SOS Médecins, effecteur du SAS. Je vais juste raconter une expérience de terrain en fait par rapport à SNP 80, par rapport à SNP 91. C'est la première fois que j'ai... Est-ce qu'il est juste possible de dire brièvement ce que c'est SNP 91, sauf si le docteur Estadieux l'avait dit? Parce que c'est dit, j'ai été distrait. C'est ce qui est expliqué, justement. Très bien. La première fois que j'ai accepté une demande du coup vers SNP 91, c'était une demande d'un pharmacien en fait,
qui demandait une demande pour un soin aigu pour quelqu'un qui avait de la fièvre, peu importe. Bon, au départ, j'avais pas forcément envie de le prendre parce que, comme vous avez dit, nos plannings ils sont très très chargés. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai accepté en fait cette demande? Déjà, c'était via Entracte. C'est déjà parce que j'avais les coordonnées, le numéro de téléphone, et surtout, j'avais le délai et le choix de le prendre ou non, en fait, et le choix de le caler ou non. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce que du coup, je suis devenu effecteur du SAS, mais ce serait bien justement qu'on ait la possibilité justement de choisir quand est-ce qu'on se cale. C'est-à-dire qu'on peut, comme vous dites, on peut programmer des demi-journées où on est disponible, mais du coup, c'est vraiment au médecin justement de choisir quand est-ce qu'il peut caler son patient. Comme ça, si jamais il y a des désistements, par exemple, je sais pas, il y a un patient qui vient pas, du coup on peut le caler à ce niveau-là. Si jamais on a des disponibilités en fin de journée, on peut le caler, mais pas nous imposer, parce que du coup, je pense que si on nous impose justement des créneaux fixes, je pense qu'on manquera d'effecteurs en fait. On va laisser. Oui. Qu'on ait vraiment cette liberté justement de choisir. Vraiment cette liberté justement de choisir quand est-ce qu'on peut caler vraiment le rendez-vous. Après, ce qui est bien du coup avec Entracte, c'est que c'est un outil fluide, c'est fiable, et du coup, on a quand même le suivi. C'est-à-dire qu'on peut même aussi orienter. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir un patient qui me demande un soin non programmé, et je l'appelle en disant mais en fait non, c'est pas de mon recours. Et votre médecin traitant est disponible, vous allez le voir. Et du coup, on peut envoyer directement un message au médecin traitant qui finalement avait une place. Donc je pense que ce serait bien de voir les choses comme ça pour pouvoir fédérer un peu plus les médecins pour le SAS. On va laisser la parole à Mme Borja, justement, qui va répondre sur la disponibilité, je pense, des médecins, entre autres. Je rebondis sur le SAS. En fait, on peut soit mettre des disponibilités fixes via un agenda interfacé, soit des disponibilités, des mises en disponibilité. Dans ces cas-là, l'OSNP appelle soit le secrétariat, soit des fois des lignes directes de l'assistante, de la coordinatrice ou directement du médecin. Et là, c'est le choix de l'horaire. Voilà, c'est un créneau de telle heure à telle heure. Et c'est le médecin ou la coordinatrice qui décide, là, c'est un petit peu chaud ce matin, non, plutôt après 14 heures ou plutôt en fin d'après-midi. Et ça, sur certains médecins, ça fonctionne bien parce qu'ils ont cette possibilité-là, justement, de ne pas avoir un horaire fixe et de pouvoir gérer leurs agendas comme ils le veulent. Parce que, comme vous l'avez dit, les journées, des fois, ne se ressemblent pas. Des fois, il y a des journées plus chargées que d'autres ou des patients qui sont plus difficiles que d'autres pour lesquels on prend du retard. Et du coup, quand on appelle, quand le SAS appelle, il y a le choix de la coordinatrice ou du médecin de dire non, là, plutôt fin d'après-midi, parce que sinon, moi, je vais être en difficulté. Voilà. Je pense qu'il faut quand même informer les médecins parce que du coup, quand on nous informe sur le SAS, on a l'impression qu'il faut bloquer un créneau, que c'est un manque à gagner, que le créneau ne va pas être pris, et on n'a pas l'impression qu'on ait quand même cette flexibilité en fait. Alors, je vais compléter au niveau peut-être un peu plus. Je vais reprendre une casquette. Plutôt ARS, on va dire, et en tout cas un petit peu de partenaire sur la création du SAS. On est quand même dans une dynamique d'accompagnement et de stimulation de la volonté des médecins de s'inscrire, de participer au SAS. Donc en contrepartie, ce qui nous semble évident en tout cas, et je rejoins les propos de Mme Borja, c'est qu'il y a une souplesse évidente dans la disponibilité du médecin, puisque c'est quand même un acte volontaire de dire moi, je vais prendre des patients. Alors, je prends un exemple. J'ai fait l'expérience client il y a pas longtemps. J'en ai parlé à certains de mes collègues. Mais voilà, le médecin que j'ai sollicité au niveau du SAS, sur qui j'ai été orientée, a mis des disponibilités sur le temps du midi. C'était son choix, hein, très courte, sûrement 2, 3, 4 consultations, et a refermé le créneau parce que c'est son mode de fonctionnement. Le but étant de vous proposer quelque chose de souple. Alors peut-être de le recommuniquer, effectivement, docteur, j'entends bien, peut-être que c'est méconnu de la part des professionnels, mais le but c'est d'enrichir un planning qui facilite aussi aux 15 le fait d'orienter des patients sur ces plannings. Donc on a tout intérêt à ce que ce fonctionnement se fasse en souplesse pour éviter de rigidifier vos journées qui sont déjà extrêmement denses, ou voire même effectivement de mettre une position de stress auprès du médecin qui bloque des créneaux mais qui finalement dépasse parce que patient qui nécessite un accompagnement plus long que prévu, parce que urgence inopinée, ou juste parce que la journée finalement est plus dense que prévu. Et là, tout de suite, tout se crispe et le rouage devient très complexe et ça désengage le médecin à faire du SAS parce que ça lui complique sa journée plutôt que ça la simplifie, tout en ayant en face une possibilité pour le SAMU de communication très étroite, c'est ce que disait Mme Borja, qui permet au SAMU de savoir, voilà, sur ce médecin, je n'irai pas aujourd'hui ou ce matin ou ce midi, j'ai été prévenu que ça n'est pas possible, je ne vais pas emboliser plus son planning, on a éventuellement d'autres solutions. C'est effectivement peut-être le message à repasser de notre côté, tant avec la CEPAM que l'Agence régionale de santé et évidemment d'ici peu l'association SAS sur le sujet.
Juste un message très court, parce que j'ai appris beaucoup, moi aussi, en allant voir les équipes du SAS. J'ai compris un truc que je croyais et qui est faux, et donc je vous transmets l'info. Le SAS ne bloque aucun créneau. Le SAS propose des créneaux sur lesquels le médecin garde la main, et s'il a un de ses patients qui appelle et qui a besoin d'être vu, le médecin garde la main et dit je prends ce créneau-là pour mon patient, il n'est pas bloqué par le SAS. Donc voilà, juste que c'est une idée reçue qui fait peur à des gens et que moi j'avais mal perçu au départ. Le SAS ne bloque aucun créneau, les médecins restent maîtres de leur agenda, simplement ils proposent, et donc il peut y avoir des patients qui leur sont proposés sur ces créneaux-là, et encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont bloqué qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre quelqu'un d'autre, et c'est pas parce qu'ils ont proposé ce créneau-là que le patient ne pourra pas être orienté à un autre horaire si c'est plus simple. Voilà, je voulais juste casser cette idée reçue. Merci. Du coup, Dr Luce, parfait, vous faites aussi transition du coup avec l'organisation de cette table ronde. On va utiliser désormais vos deux casquettes, parce que vous êtes... alors un récent, c'est un bien grand mot, mais un récent président CPTS, on dira, mathématiquement par rapport aux 12 autres, mais également un représentant de SOS Médecins. Donc déjà, bienvenue avec cette casquette-là, puisque je crois que vous êtes en tout cas sur les deux tables rondes que j'ai animées avec Monsieur Mmongo, vous êtes le premier représentant de SOS Médecins, il me semble. Donc la question est la suivante. Comment voyez-vous l'articulation entre l'activité justement des SOS Médecins, pour laquelle vous participez, le SAS et aussi les organisations portées par les CPTS? Tout cela, bien sûr, dans le but majeur de renforcer la réponse aux soins non programmés, tout en préservant un équilibre des territoires et l'engagement des effecteurs dont on vient de parler sur un autre thème. Après, comme vous dites, je suis fraîchement élu, donc malheureusement, cette question, je ne pourrais pas forcément y répondre. Après, peut-être laisser la parole à Dr Estadieu qui a déjà... Ah, Dr Estadieu. Non, je plaisante. Non, mais en fait, non, pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse parce que là, je me suis vraiment orienté que sur la CPTS et pour l'instant, j'ai pas encore de solution. Moi, c'était vraiment ce qui m'importait, c'est vraiment trouver des effecteurs justement par rapport au choix, par rapport au planning, par rapport à la disponibilité. Maintenant, peut-être en parler justement au docteur Paranque, mais là, honnêtement, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Merci. Docteur Estadieu, vous voulez intervenir peut-être? Excusez-moi. Bien sûr, allez-y. Une des réponses, je ne représente pas SOS, mais on en a déjà parlé avec les médecins des SOS. Les médecins des SOS font du domicile. Ils sont sur le SAS. Donc, ils voient des patients que parfois les personnes arrivent à voir parce qu'ils vont au domicile. Et quand ils voient ces patients-là, derrière, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être des patients qui ont besoin d'un suivi. Donc, il faudra articuler quand le SAS s'appelle SOS, derrière, on peut imaginer qu'il y ait une organisation qui se fasse à partir de là avec les CPTS pour prendre en charge les patients qui posent problème, il ne faut pas de médecin traitant ou les patients chroniques. Voilà, ça c'est une idée qu'on a eue depuis très longtemps quand on était à plusieurs CPTS à discuter de à quoi pourrait bien servir SOS dans les CPTS. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, je crois que j'ai répondu à votre question, mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut penser qu'il y a des médecins qui sont isolés et que tout le monde n'est pas dans l'UMSP ou dans un cabinet de groupe. Donc, comme le disait mon confrère, ces médecins-là font déjà du SNP, font déjà du soin non programmé. Donc, il faut qu'on arrive, si on veut qu'ils fassent du SAS en plus, puisque le SAS, c'est du territorial, ce n'est pas du patientel. En général, un médecin actuellement prend essentiellement sa patientèle. C'est le revers de médaille du médecin traitant. C'est qu'avant, on prenait tous les médecins qui arrivaient, tous les malades qui arrivaient. Maintenant, on prend nos patients. C'est le revers de médaille du médecin traitant. Donc, il faut que pour que ces médecins puissent prendre des gens qui ne sont pas de leur patientèle alors qu'ils sont seuls, il faut qu'il y ait une souplesse dans le SAS. Tout le monde ne peut pas bloquer 2 heures. Si déjà, chacun fait comme le petit colibri, mettons qu'ils prennent 1 ou 2 de temps en temps, c'est toujours ça qui va rendre service au système. Et il faut que le SAS s'adapte à ça, à mon avis. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Madame Borja, vous vouliez intervenir peut-être? Oui, je voulais intervenir par rapport à SOS Médecins. Donc effectivement, SOS Médecins est sur le SAS. Faut savoir que sur le 91, on a une population qui est quand même assez vieillissante. SOS Médecins qui est sur le SAS, c'est une population qui, grâce à SOS, c'est une population qu'on n'envoie pas sur les urgences. Alors après, malheureusement, il y a aussi beaucoup de demandes. Il y a aussi beaucoup de demandes et quand on sollicite SOS, ça dépend de leur afflux d'appels à eux aussi. Pas toujours répondre à cette demande, mais néanmoins, quand ils répondent à cette demande, je pense que dans la majorité des cas, c'est des personnes
en tout cas pour la population vieillissante, qu'on n'en voit pas sur les urgences. Et ça a un réel impact et je pense que c'est important de le préciser aujourd'hui. Voilà. Et pour aller en complémentarité du docteur Estadieux, effectivement, je pense que le SAS, c'est une coopération de tout le monde. Et si chacun met un créneau, ça permet déjà à tout le monde de pouvoir être sur le SAS, à tout le monde de pouvoir participer et de répondre plus efficacement à la population estonienne. Voilà, le but, et c'est pour ça aussi que le SAS a contacté les CPTS qu'on a échangé avec, c'est pour trouver des solutions. Voilà, des solutions à la population estonienne et voir ce qu'on peut améliorer. Merci. Une question un peu directe. Le SAS peut-il créer des effets d'aubaine pour les médecins? D'aubaine. En termes de quantité de prise en charge SAS prise par semaine, est-ce que le médecin peut choisir capter beaucoup? Alors oui, c'est encadré. Hein. C'est 20 prises en charge hebdomadaires. Voilà. Et petit point qui n'est pas forcément connu de tout le monde, la plateforme SAS est une plateforme de recherche aléatoire. Donc, si on a sur la même ville 3 fois la même recherche, ce n'est pas 3 fois le même praticien qui va ressortir. Et ça, c'est très important pour avoir une neutralité et pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre du soin non programmé. Je rebondis également sur ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Lors des réunions, il m'est souvent demandé, mais est-ce que vous demandez si le patient a contacté le médecin traitant? Tout à fait, c'est systématiquement demandé au patient et c'est rentré dans le logiciel de régulation. Voilà. Vous voulez intervenir, je vous donne le micro. Alors oui, c'est très important de rappeler, à partir du moment où on lance la plateforme, à partir du logiciel de régulation médicale, la recherche médecin traitant arrive en haut. Les OSNP vont toujours s'assurer que le patient a appelé son médecin traitant. S'il y a une disponibilité, le médecin traitant est voilà, en priorité. Et très important, la recherche aléatoire aussi. Il y a 2 filtres. Il y a un filtre de distance. On est très conscient de la personne âgée à mobilité réduite qui n'a pas d'aidant. Eh bien, il y a une proximité géographique qui va être priorisée par les OSNP. Par contre, c'est un patient douloureux. Là, c'est le filtre de temps entre 2 et 4 heures qui va être activé. Donc ça, c'est très important pour répondre aux besoins. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Vous disiez les heures bloquées. Donc ça, c'est très important. Les 2 heures, quand on n'a pas d'agenda interfacé, c'est une mise en visibilité. Et donc, il y a des médecins qui me disent, moi, ça correspond à rien par rapport. Je vais pas bloquer 2 heures. Les OSNP m'appellent et tout ça. Je mets le temps dans lequel je suis susceptible d'avoir une possibilité d'accueillir un patient du SAS. Si j'ai un patient de ma patientèle, voilà, qui a eu besoin en urgence, c'est lui qui va être priorisé. Je vais dire à l'OSNP, non, il n'y a plus du tout de dispo. Par contre, 18h, j'ai eu une annulation d'un patient. Donc, à ce moment-là, je peux prendre le patient du SAS. Donc, ça, c'est très important aussi que vous l'ayez. Cet assouplissement, il est vraiment venu avec l'usage, avec la coordination, avec tous les professionnels de santé. Et très important aussi, les parcours de soins. C'est vraiment l'idée de pouvoir orienter selon le besoin du patient aussi. Et ça, les CPTS, ça va être un acteur majeur, très complémentaire à venir. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez intervenir, Dr Luce? Oui, une dernière chose. Je trouve qu'en fait, il y a quand même un manque de communication, c'est-à-dire pour faire en sorte que les médecins adhèrent au SAS, parce qu'il y a des médecins qui ne... Pour le SAS, c'est juste un mot, en fait. Ils ne savent pas du tout comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, je trouve que ça manque quand même de communication. Ce serait bien de pouvoir communiquer, soit par MS Santé, ou peu importe. Mais pour les médecins, comme vous dites, les médecins isolés, en fait, qui n'échangent pas avec les CPTS, ni les infirmiers, ou qui que ce soit. Et je trouve ça dommage de les mettre de côté, en fait. Et justement, ça donnerait des effecteurs en plus, et justement, du coup, d'autres plages horaires, et ainsi de suite. Alors, docteur Estadieux, je pense qu'en tant que... vous vouliez aussi intervenir, docteur Estadieux aussi. Je peux
Allez, je prends la Allez-y. j'ai le micro. Simplement pour répondre, je pense qu'on dit la même chose et on est du même côté. Moi, j'ai pris les fonctions de chef de service du SAMU le 15 juin dernier, donc ça fait pas très très longtemps. Le SAS, on en parle depuis bien avant que je prenne mes fonctions. Moi, je suis arrivé là, j'ai découvert, parce que j'étais comme vous, j'avais pas eu beaucoup d'infos, c'était très flou, donc je m'y suis mis. J'ai eu à cœur, avec mes équipes, et c'est encore le cas, de rencontrer toutes les CPTS, je vous l'ai dit, et on présente le SAS et on répond à tous ces points-là, toutes ces idées, ces questions que vous avez dit. J'ai eu les mêmes, et vos collègues qu'on a rencontrés ont les mêmes. Donc on est dans le vrai, hein. C'est vraiment ça. Il faut que, je crois qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais vous avez dû recevoir un mail où le président de votre CPT, c'est vous. Donc c'est bon. Vous avez reçu un mail, et donc on va se voir très prochainement avec mes équipes, avec les équipes du SAS. Et derrière, moi en tant que SAMU, je compte sur vous, puisqu'on voit pas tout le monde, on peut pas voir tout le monde. On voit les présidents de CPTS, les coordinateurs de CPTS, les gens qui viennent, et derrière, on compte sur vous pour répondre à toutes vos questions lors de ce temps d'échange, et derrière pour passer la parole et pour informer. Et ça, là-dessus, ce que vous n'avez pas, j'espère que quand on se sera vu, vous aurez plus de questions, et que derrière, vous pourrez relayer le message. Parce que c'est vraiment la démarche que nous, on veut, en tout cas, c'est répondre exactement à la même problématique. Il y a des zones d'ombre. On est tous, vous, récemment, dans certaines fonctions, moi, dans les miennes, mais ça ne nous empêchera pas de faire avancer le truc. Je confirme, docteur Estadio, je vais vous donner le micro, justement, en tant que vous aussi, président de CPTS, alors avec un peu plus d'ancienneté pour le coup. Peut-être que justement, c'est là où les CPTS ont une carte à jouer sur la communication du SAS. Déjà, je voulais dire qu'on avait organisé, toutes les CPTS, là, on a organisé un webinaire où justement, ils sont tous les trois intervenus. Et on avait pensé avec Herman, avec Herman et d'autres qui étaient autour de la table dans le montage du webinaire, qu'on pourrait réutiliser ce webinaire comme support, en fait, le construire en support d'information, et justement le faire passer dans des newsletters ou par la CPAM, c'est-à-dire à partir du webinaire qu'on a fait, des questionnements qu'on a eus pendant ce webinaire, ça a été riche, et on a travaillé là-dessus, donc on s'est posé des questions, le SAMU a réfléchi aussi, ils ont déjà rencontré les CPDS, peut-être faire un support, parce qu'un webinaire, tout le monde ne peut pas être là, faire un support clair, où toutes les CPTS pourraient mettre leurs petites griffes, et comme ça que chaque président, notamment les nouveaux arrivants, puisse bénéficier de l'expérience des anciens, et transmettre notamment aux médecins qui sont tout seuls et qui n'ont pas l'info et qui ne sont pas forcément en CPTS. Et on pourrait faire un partenariat avec la CPAM, par exemple, ou un secrétariat, un partenariat de toutes les CPTS pour que ça passe de manière plus importante. Un petit complément également là-dessus pour rebondir sur les propos du docteur Estadieux, et également à la suite de la rencontre édifiante qui a eu lieu avec Madame Borget et le docteur Desclés, c'est vrai, édifiant. Il y a énormément de représentations, d'idées reçues, de fausses idées et de croyances en fait vis-à-vis du SAS. Et je pense que c'est un objet un peu non identifié dans le système de santé qu'il appartient de faire descendre maintenant sur le terrain avec l'ensemble des acteurs, et que chacun puisse s'en saisir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'intérêt de la part des professionnels de santé. Avec le docteur Estadio, on a pu le voir, lorsqu'on a fait le webinaire, on s'attendait à ce qu'il y ait 2-3 participants, comme d'habitude. En fait, il y en a eu 25 qui ont été attentionnés pendant au moins 1h30. Alors, c'est vrai qu'on a reçu une masse colossale d'informations avec une approche très intéressante qui est une forme de foire aux questions sur laquelle on avait travaillé préalablement, parce que à force de discuter avec les médecins, on identifie les idées reçues. La question un peu provocatrice tout à l'heure, n'y a-t-il pas des effets d'aubaine ? Ça ressort. Le principe de la limitation du nombre de consultations SAS par semaine, ça vous pourriez y revenir, qui est un élément important à savoir. Les facilitations octroyées par l'assurance maladie aux médecins qui peuvent participer au SAS, et selon quelle modalité, c'est un élément. Les idées reçues par rapport au fait de libérer, donc de capturer finalement un créneau disponible au détriment de ses propres patients dans l'agenda, c'est un élément qu'il va falloir transmettre également aux acteurs du territoire. Maintenant, le format va être imaginé. Je pense que typiquement là-dessus, c'est une décision, en tout cas un travail qui peut être fait en
décloisonnement entre CPTS via un collectif informel, peu importe le nom, on s'en fiche assez, mais au moins on peut y réfléchir collectivement là-dessus. Ça ne sert à rien que chacun le fasse un peu de son côté. Et également qu'on se saisisse un peu de nouvelles modalités de communication pour transmettre le message. Il est dense, on peut le séquencer, on peut le teaser, on peut le transmettre de différentes manières, de manière à ce que même le médecin le plus éloigné en fait de tout ce travail-là, de nous en tout cas, enfermé entre guillemets dans son cabinet, qui n'est pas accessible parce que il a son propre quotidien à gérer, qu'il puisse à un moment de disponibilité d'esprit avoir accès à cette information. Et le dernier lieu, effectivement, c'est qu'on a mentionné tout à l'heure une gouvernance territoriale, ça peut également être l'approche, en tout cas le travail de cette gouvernance, mais je passe la parole là-dessus à Madame Ferreira pour enchaîner. Vous vouliez compléter, docteur? Je voulais juste compléter. Je pense que si on fait ce travail, il faudra le faire en respectant chaque territoire, c'est-à-dire en informant du SAS, mais aussi de comment ça fonctionne dans chaque territoire, quels sont les compléments au SAS, de manière à donner une information complète et objective, que le médecin ait le choix de son choix. De toute façon, le but, c'est de rendre service et de faire du soin non programmé. Donc, on va donner une information objective et que chacun puisse avoir toutes les informations, à mon avis. Merci, docteur. Justement, on parle beaucoup de l'organisation concrète de terrain, ce qui est quand même le sujet majeur sur le SAS. Aujourd'hui, on a aussi un dessin qui se profile sur la coordination et la gouvernance de cette activité, qui reste une activité en croissance non négligeable, pour citer les propos du docteur Desclés. Mais pour le coup, aujourd'hui, au niveau gouvernance SAS, vous avez un petit peu teasé sur le début de notre échange. Où en est-on sur la création de cette gouvernance ? Vous, docteur? Alors, vous allez m'aider. En fait, on a fait plusieurs réunions de CPTS, et l'ARS étant un peu comment dirais-je, le meneur de soirée pour que tout le monde soit apaisé, parce que c'est pas simple. Donc, on a réussi à obtenir de monter une gouvernance. On a créé les statuts, on a discuté sur les statuts. Il va y avoir une assemblée constitutive le 21 janvier. La date est fixée. Et donc, pour l'instant, pour ce qui est une transparence, il y aura une voix pour chaque CPTS, 4 voix pour la femme. Alors, la femme, c'est ce qui organise les maisons médicales de garde, c'est-à-dire le soin après la permanence des soins entre 8h du soir et 8h du matin, c'est ça? Les URPS, il y aura 2 voix pour les URPS, pour toutes les URPS, sachant que pour l'instant, il n'y a que l'URPS médecin, mais qu'il va y avoir les autres professions, mais ils n'auront que 2 voix. Le SAMU, qui a 4... Enfin, l'ADRUM, je dis que SAMU, c'est-à-dire tu m'aides, les régulateurs, voilà, merci. Les régulateurs, c'est l'ADRUM, 4 voix. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? L'ordre, qui aura juste une voix consultative, parce qu'on pense qu'il faut quand même mettre un peu de déontologie là-dedans. Tous les ordres, pour l'instant, il n'y a que l'ordre des médecins, mais ce sera des voix consultatives pour avis déontologique. Et je crois que j'en ai oublié, il y aura une voix pour SOS et 2 voix pour ce qu'on appelle les centres de soins non programmés. Nous en avons quelques-uns en Essonne qui font que du soin non programmé et qui auront 2 voix, quel que soit le nombre de... Je ne me suis pas trompée, hein. Pour l'instant, ils sont... Voilà. J'oublie personne d'autre. Les points fixes de garde? Points fixes de garde, oui. Ah. Et les points fixes de garde, pardon, voilà. Les points fixes de garde, 2 voix. Pour l'instant, il y en a 2 ou 3, 2 voix pour l'ensemble des points fixes de garde. Et à partir de là, on va construire, cette gouvernance va se construire. On va travailler sur, effectivement, améliorer probablement les points d'entrée du SAS, c'est-à-dire peut-être mieux choisir qui est-ce qu'on met, comment on oriente les patients, comment on maille le territoire, améliorer aussi les questions qui sont posées aux patients pour mieux les orienter et mieux les diriger. Et puis probablement aussi, mais ça, je laisserai peut-être Jean-Philippe monter des indicateurs pour voir quels sont les progrès, qu'est-ce qu'on demande au SAS, quels en sont les résultats, pouvoir un peu être capable de dire si on a bien fait, pas bien fait, qu'est-ce qu'on en attend et si c'est rentable, pas rentable. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'attendent aussi les instances. Ce qu'attendent aussi les soignants, savoir qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça.
Donc juste pour la suite, un petit point de clarification d'un amalgame qui a pu être fait. Comme ça vient d'être dit, l'association de médecine de ville qui était nécessaire pour la gouvernance du SAS a pris du temps à mettre sa constitution et ses statuts. Or, le SAS devait commencer. Donc, le SAS a été installé et a été géré par le SAMU, les locaux du SAMU, le temps qu'ils se mettent en place. Maintenant que le 20 janvier 2026, si je me souviens bien, 21, presque. Le 21 janvier 2026. Il ne faut pas louper le rendez-vous. Hein. Ah ben non, je serai là. Sur ma je viens, moi, la preuve. Le 21 janvier 2026, cette association sera constituée et donc vous prendrez du coup vos fonctions pour administrer le SAS. Donc ne faites pas l'amalgame parce que le SAS est situé dans le bâtiment qu'on appelle le centre départemental des appels d'urgence. Le SAS n'est pas SAMU. Encore une fois, je vous le redis, le SAMU n'est que la porte d'entrée des gens qui font le 15 pour accéder à des médecins régulateurs. Ça, c'est le SAMU. Une fois que le médecin régulateur a décidé que c'était quelqu'un qui devait aller voir un médecin dans les 24 heures dans son département, alors c'est le SAS, ça passe dans la salle d'à côté, c'est dans nos locaux, certes, mais ce n'est plus le SAMU. Donc, je ne pourrais pas te fournir les indicateurs, on pourra réfléchir ensemble à quels sont les indicateurs, etc., mais la réalisation, la remontée des indicateurs, ce sera par la coordinatrice du SAS de faire ce travail-là, parce que le SAMU ne mettra pas un orteil à aller regarder comment fonctionne le SAS, c'est votre outil de travail, on sera facilitant, mais voilà, mais ce sera voilà, mais je tiens vraiment à faire la distinction. Le SAS et le SAMU sont deux entités totalement différentes et je veux surtout pas qu'on pense que le SAMU fait de l'ingérence dans le SAS. Vraiment. Non, on est sur une collaboration étroite, je pense surtout principalement de partage de données, d'informations. Je pense que Mme Borja a plein de chiffres dans ces boîtes qui sont complémentaires avec celles qu'auront évidemment l'association SAS. On est toujours sur des instances différentes, des gouvernances différentes, mais sur une collaboration étroite, très indispensable. Ce qui est le cas aujourd'hui au SAS. Ça fonctionne et ça répond à un besoin de la population parce que le SAMU travaille avec les médecins de ville qui peuvent, eux, être volontaires dans ce dispositif. Donc, effectivement, l'un ne marchera pas sur l'autre. C'est aussi le but d'une association. C'est d'avoir un organe neutre qui peut porter la voix du SAS tout en étant dissocié de l'ensemble des porteurs et vraiment porter une voix unique, mais avec une représentativité maximale des acteurs du SAS, tout en gardant cette neutralité évoquée. Tout à fait. Je crois qu'il y avait une volonté de prise de parole de M. Johnson, mais on va faire simple. Merci beaucoup. Juste pour préciser sur la gouvernance du SAS, c'est bien une collaboration entre la ville et l'hôpital. Donc, il y aura bien un conventionnement qui sera établi par la suite entre l'association de ville SAS qui sera créée au 21 janvier et le CHSF qui est l'établissement porteur du SAMU. Donc, voilà, c'était juste pour repréciser ce point, c'est que le SAS, c'est bel et bien à la fois la ville et l'hôpital. C'est un lien étroit entre la ville et l'hôpital et le SAMU, comme vous l'avez indiqué, le point d'entrée et la ville, il y a le côté régulation et le côté effection. Donc c'est un travail de partenariat et je voulais juste repréciser ce point. Merci. Merci beaucoup. Un binôme lien ville-hôpital effectif. Avez-vous des compléments à apporter, les experts, les intervenants, pour approfondir un peu le sujet ou certains points non abordés? Des compléments peut-être? Pour l'instant, non. Non, pas de complément. Oui. Peut-être dans la salle, est-ce que dans la salle, il y aurait des questions, des remarques ou des commentaires sur le dispositif SAS? Je vois au fond. Une main se lève dans le fond. Oui, j'avais juste une question par rapport à tout ce qui a été dit, Claire. Vous êtes dans une recherche d'effecteurs qui est la priorité pour pouvoir répondre à ces soins non programmés. Il a été redit encore une fois de trouver des effecteurs par CPTS pour parler de localisation des patients. Encore une fois, je pense que la priorité, c'est d'avoir des effecteurs. Il y a des CPTS qui sont des territoires très très grands, des patients qui peuvent être dans une CPTS et qui ont un effecteur juste à côté dans une autre CPTS. Et je pense que c'est important de le préciser parce que quand dans le recrutement des effecteurs, ils ne doivent pas être
ils peuvent être recrutés par leur CPTS, mais pas pour leur CPTS, mais pour le SAS, et dans une démarche finalement départementale vis-à-vis du SAS, plus que vis-à-vis de leur CPTS. Christine, tu as dit quelque chose de très important, c'est que finalement le rôle de la CPTS au sein de ces médecins, c'est plutôt d'aller faire le suivi des patients après, ce qui n'a rien à voir avec les soins non programmés qui doivent être faits en one-shot, et finalement que le patient aille dans une CPTS ou l'autre, peu importe, l'idée c'est de trouver une solution. Je le dis par expérience, pour faire de la permanence de soins chez les kinés et tout ça depuis 20-25 ans, c'est vraiment ça l'essentiel. Et voilà, parce que ça a été dit par M. Desclés tout à l'heure sur l'histoire que chaque effecteur veut travailler pour sa CPTS. Attention à ne pas vendre ça auprès des médecins, parce que je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, merci beaucoup d'être remonté. Et effectivement, et j'entends totalement ce que vous dites. L'objectif là, et mon point de vue est peut-être un peu trop extrême dans ce que j'ai dit, mais je viens ici pour faire passer des messages importants que tout le monde doit participer, parce que s'il y a un trou dans la raquette, alors toute la population de cette zone-là, parce qu'il n'y a personne, va se retrouver ventilée sur d'autres endroits. Ça peut aussi être compliqué, je l'entends et je m'en excuse, par je cloisonne la CPTS et vous ne sortirez pas de votre CPTS, je ne veux pas que vous sortiez. Non, pas du tout. Je veux que tout le monde ait une réponse à sa demande. Mais effectivement, le message, c'est plus on a d'effecteurs et qu'on en a avec un maillage partout, plus on a de chances que la personne ait quelque chose de proche de chez elle. Si ça va sur le praticien d'à côté qui n'est pas la CPTS, évidemment, j'en fais pas du tout une maladie, et tant mieux, et c'est très chouette. Et d'ailleurs, je crois que le bornage par kilométrage permet de répondre à ça. Mais l'idée majeure de ce que j'ai dit, et je m'excuse encore une fois si le propos n'était pas très très clair, c'est il y a besoin de représentativité dans toutes les CPTS, parce qu'une CPTS qui n'a personne ferait que forcément toutes ces personnes-là iraient ailleurs. Et j'ai déjà eu, quand j'ai rencontré des effecteurs de différentes CPTS, des remontées de dire mais moi j'ai eu 3 personnes au SAS, les 3 venaient pas de ville de ma CPTS, et ça les avait atteints en disant j'ai fait ça pour rendre service à mon bassin de population, et en fait je me rends compte que je rends service à d'autres, c'est très bien, mais c'était pas mon cœur de motivation. Moi je voulais vraiment être partie prenante pour mes patients de ma CPTS en disant voilà, je joue le jeu pour mon bassin de population. Et comme ça avait été une remontée que j'avais été faite, je l'ai retranscrite là. Mais effectivement, encore une fois, plus on a d'effecteurs et plus les gens auront une réponse, et c'est tout ce qui compte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, je vais compléter, il y a même 2 sujets. Il y a le sujet petit 1 de l'orientation du patient qui se fait de façon très vulgaire mathématiquement avec un logiciel qui permet d'orienter le patient au plus proche de son domicile. Et là, de fait, oui, statistiquement, on aura peut-être quelques patients qui seront adressés à des CPTS qui ne sont pas celles d'habitation. Mais je pense qu'au regard du territoire de nos CPTS, ça reste des éléments plutôt anecdotiques, parce que quand on est au cœur d'une CPTS, dans une commune, en plein centre d'une CPTS, et que pour le coup, pour l'avoir encore une fois vécu il n'y a pas si longtemps, on vous envoie dans la commune la plus proche, si ce n'est la vôtre, voilà, statistiquement, on aura une forte patientèle qui va être orientée dans sa CPTS. Ça, c'est un premier sujet. Par contre, effectivement, sur la sensibilisation et l'accompagnement des médecins à la bonne compréhension du SAS et éventuellement leur participation, je rejoins un petit peu les discours du Dr Luce et du Dr Estadio tout à l'heure. C'est aussi du rôle de la CPTS comme organisateur, coordonnateur des professionnels de santé, mais aussi apport d'informations, d'aller solliciter ces professionnels de santé sur le territoire, de leur dire écoutez, le SAS a besoin de vous. On vous explique comment ça fonctionne. Ça peut rentrer dans le cadre de votre travail, quelle que soit votre organisation personnelle. Et de là, d'avoir cette vocation en tant que CPTS, et donc territoire de santé, d'aller porter une flamme au nom du SAS pour aller développer cette activité-là. L'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, un patient, naturellement, et là je me rapproche plutôt des médecins, dont je ne suis pas non plus, mais un patient va avoir tendance à aller naturellement sur son territoire pour des raisons de mobilité, pour des raisons de fragilité sociale ou autre. On va avoir tendance à aller, sauf sur certaines spécialités bien sûr, mais à aller en tout cas dans la médecine de ville la plus proche de ses soins. Son pharmacien de quartier, son médecin traitant éventuellement s'il est à côté. Et de fait, le SAS, mathématiquement, comme on le disait en début de l'échange, enverra également ce patient à proximité pour aussi éviter un taux de fuite évident. C'est-à-dire si vous envoyez un patient sur l'autre bout du territoire, il n'ira pas à son rendez-vous parce qu'il est malade, parce qu'il n'a peut-être pas les moyens de se mobiliser, et parce qu'on reste quand même sur de la semi-urgence, et on a quand même des patients aujourd'hui qui arrivent à un stade pour des problématiques diverses et variées qui ne se soignent pas et qui n'ont peut-être pas le rendez-vous. Donc il faut vraiment corréler les 2 infos entre l'aspect territorial qui sécurise le soin du patient et qui peut être hors CPTS, anecdotiquement encore une fois, et le travail de la CPTS de coordonner et de s'assurer que sur son territoire, on puisse avoir des effecteurs. Après, comme le disait Dr Estadio, je me permets de paraphraser ce qu'elle n'avait pas le micro à ce moment-là. Vous avez des CPTS où malheureusement les médecins traitants, des médecins généralistes, il n'y en a pas des masses. Donc, de fait, il y a un travail aussi, obligatoirement, inter-CPTS à créer parce que
clairement, si beaucoup de patients n'ont pas de médecin traitant sur un territoire, c'est pas un hasard non plus. C'est peut-être que la démographie médicale est telle qu'aujourd'hui, le SAS va peut-être répondre à un besoin de dernier ressort quand on est dans une situation médicale qui nécessite la consultation. Moi, par exemple, je suis psychologue clinicien au sein d'une équipe mobile santé précarité. Et on a un joli petit stand ici, si jamais vous voulez venir voir. On a une grosse partie de notre file active qui ne relève pas nécessairement de soins d'urgence, mais qui pourrait correspondre justement au cadre du SAS, où on a quand même des véritables préoccupations vis-à-vis de leur état de santé, vis-à-vis de choses qui ne sont pas diagnostiquées, qui sont suspectées. Est-ce que du coup, en tant qu'équipe mobile santé précarité, on peut interpeller le SAS pour ce genre de situation? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous dites aux gens, s'il y a un besoin d'avoir un recours à un médecin chez quelqu'un qui n'a aucune solution, vous n'interpellez pas le SAS, vous lui dites de faire le 15. Et nous, au 15, on a une réponse qui est organisée et ventilée, et parce qu'il y a autant d'exemples que de gens qui vont nous appeler. Pour certains, ça pourra être de l'orientation vers le SAS. Pour certains qui n'ont peut-être soit pas de papier, soit pas de moyens de sécu, et parce qu'on est quand même dans un milieu libéral, on prendra d'autres décisions de manière à pas mettre la personne en danger. Et puis surtout, pour certaines d'entre elles, il y aura un réel critère d'urgence suspecté parce que la personne n'ayant aucun suivi, il y aura besoin d'examens complémentaires, et comme c'est une population qui est en général d'une catégorie socio-professionnelle plutôt pas très très haute, il nous arrive de sécuriser vers l'hôpital, parce qu'on se dit, cette personne-là, quand elle est OK pour qu'on la prenne en charge et pour qu'on fasse les examens nécessaires, c'est l'occasion et il ne faut pas le rater, parce que la prochaine fois qu'on la verra, on ne sait pas quand c'est. Et donc, s'il y a besoin d'avoir un panel d'examens, des fois, pour quelques personnes qui ne sont pas assurées ou qui ont des gros besoins de santé, l'hôpital doit jouer son rôle qu'on appelait l'assistance publique. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse qui est uniciste. Il y aura autant de réponses que de gens. Sur un problème de quelqu'un qui a une couverture sociale et un problème unique, on pourra faire jouer le SAS. Pour d'autres, ce sera d'autres réponses. En tout cas, la seule chose, orientez-vous vers le 15, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous aurez des gens qui prendront en main le dossier, parce que vous, en ville, vous êtes dans le souci, vous n'avez pas à le gérer parce que ce n'est pas votre cœur de métier, c'est le nôtre. Et donc, le 15, et puis on s'en occupe. Je vais compléter. Vous avez également possibilité de solliciter les CPTS. Elles ne pourront pas répondre directement aux besoins, mais peut-être vous orienter sur le parcours de soins. Et dernier exemple également, on a eu tout à l'heure nos collègues du DAC sur des situations complexes qui multiplient des problématiques de santé sociale ou autre, parce que des fois on a ça aussi, hein. Il y a une limitation dans la santé parce qu'autour l'environnement social ou familial est complexe également. Vers le DAC Nord et Sud, qui sont territorialisés, les cartes sont disponibles sur Internet. Vous pouvez tout à fait solliciter les équipes qui, elles, pourront vous conseiller. Pareil, ce ne sont pas des effecteurs, mais elles pourront vous orienter vers des personnes ou des professionnels de santé en fonction du diagnostic global que vous aurez fait de la situation et de santé sociale et éventuellement du coup de fait de précarité de votre personne accompagnée. Merci pour ces échanges extrêmement riches sur un sujet... Ah oui, Monsieur Johnson, pardon, je vous en prie. Excusez-moi, je voudrais juste vous partager un chiffre qui est plus de 20 000 patients qui ont été orientés dans le SAS en Essonne, dans le cadre du SAS en Essonne, depuis sa mise en place, c'est-à-dire depuis mai 2023. Et c'est autant de patients pour lesquels on a trouvé une solution, qui ne sont pas retrouvés aux urgences, qui avaient exprimé un besoin de soins non programmés relativement urgents, c'est-à-dire qui devaient être vus dans les 48-24 heures, et à qui on a trouvé une solution en ville. Donc voilà, je pense que c'est un chiffre qui est intéressant, sachant que le SAS en Essonne, il est classé 3e en termes d'activité en Île-de-France. L'objectif, encore une fois, c'est que les CPTS, les effecteurs puissent se mobiliser en Essonne pour qu'on puisse continuer à pouvoir faire fonctionner ce dispositif et surtout pouvoir trouver des solutions à ces patients qui en expriment le besoin. Merci. Et en complément de ce que disait M. Johnson, il va y avoir au niveau national des campagnes qui vont arriver. On en voit déjà quelques-unes. Si vous ne trouvez pas de médecin, si votre médecin traitant n'est pas disponible, faites le 15. Ces campagnes commencent à arriver. Elles vont s'intensifier à partir de début 2026. Et donc,
fatalement, et c'est très bien, le nombre d'appels au 15 va augmenter. Et donc, il faut, pour que ça marche, que notre nombre d'effecteurs est monté en parallèle, parce que sinon, on va se retrouver sur une inadéquation qui va être pénible pour nous, mais préjudiciable pour les patients. Donc voilà, c'est un des messages d'aujourd'hui aussi, c'est ça va monter au niveau des besoins, donc on a besoin, nous, des ressources. Merci. Excusez-moi, j'ai une question qui me vient en tête là tout de suite. Est-ce qu'on peut réorienter un patient SAS, remettre sur le SAS en cas d'erreur d'orientation? C'est-à-dire un patient qui a été adressé par un médecin effecteur du SAS et qui se rend compte qu'en fait c'était plutôt un patient qui relève de la sage-femme, par exemple, toujours pas du SAS. Est-ce qu'il y a une interconnexion à partir du moment que le patient est inclus? Est-ce qu'on peut remonter directement avec justement le SAMU ou le SAS directement pour pouvoir l'orienter? Alors nous, on a un principe de marche en avant, c'est-à-dire que le retour en arrière n'est pas prévu. Alors pour l'exemple de la sage-femme, évidemment, le SAS sage-femme n'existe pas, mais nous, notre principe il n'existe pas encore, pardon, il n'est pas encore lancé, mais le principe de marche en avant, c'est que on a plusieurs filtres, c'est-à-dire que vous avez le médecin régulateur libéral qui prend la décision d'orienter vers le SAS. Vous avez ensuite l'opérateur de soins non programmés ou ARM selon les moments qui reprend le dossier et revérifie avec l'appelant le tableau et la possibilité de voir pour trouver la temporalité du rendez-vous, pour trouver est-ce que c'est géographiquement faisable, parce que on n'est pas rentré, on a dit qu'on rentrait pas dans le détail de comment ça marche, mais sachez quand même qu'en backup, après l'indication SAS, les OSNP regardent qui est le médecin traitant, est-ce que vous êtes véhiculé, oui, non, est-ce qu'il y a une composante de douleur, comme a dit Madame King-Bretière, et autres questions pour trouver la meilleure solution, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à regarder les plans des transports en commun pour les gens qui ne sont pas véhiculés, pour savoir si finalement ce qui a été proposé par le choix aléatoire est faisable, ou si c'est pas à l'intérêt du patient et qu'il y a quelque chose de plus facile et d'accessible directement. Voilà, donc il y a un gros travail derrière de personnalisation et il y a ce même travail de vérification dans les indications. Donc en théorie, après encore une fois, aucune filière est à 100% bonne. Il pourra peut-être y avoir une fois une erreur d'orientation. Je ne nie pas qu'on soit toujours parfait, mais le système normalement a suffisamment de filtres pour faire que ce soit OK. Là où dans toutes les autres filières, quand vous allez chez un médecin généraliste, vous prenez rendez-vous, vous venez, il n'y a pas eu tous ces filtres, donc on est presque plus sécurisé sur le flux entrant qu'ailleurs. Voilà. Maintenant, si jamais ça doit arriver, évidemment, vous faites votre consultation de tract parce qu'on aura jugé qu'il y avait un avis qui était nécessaire et n'hésitez pas à nous faire la remontée et on prendra en charge le dossier s'il n'est pas finalisé. Mais ce ne sera pas un retour en arrière du SAS, il sera repris en appel entrant pour être retraité. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a une possibilité de rappeler le SAMU. L'avantage, c'est que tout est informatisé aujourd'hui. Je reviens pas sur le numérique en santé, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, tout est saisi et organisé. Si vous en plus vous sollicitez le SAMU en précisant bien que ce patient est passé par le SAS, il y aura évidemment une revalorisation. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pour le coup, alors c'est un peu parallèle, mais ça vient aussi répondre. On a beaucoup d'établissements de santé ici, dont ceux qui sont présents aujourd'hui, qui ont créé des numéros uniques d'adressage pour pouvoir faire des hospitalisations directes sur certaines spécialités de soins. Ne pas hésiter également à bénéficier de ces numéros d'admission directe, puisque comme il y a un premier tri entre guillemets qui a été fait, un premier tableau clinique en plus par 2 fois et par un régulateur libéral et potentiellement par le médecin qui a reçu le patient en cas de SAS, on aura une facilitation aussi de l'admission directe si nécessaire en hospitalisation, si toutefois le patient se dégrade entre-temps ou se dégrade vraiment au moment de la consultation. Eh bien écoutez, je pense que cette parole va clôturer cette table ronde extrêmement riche en informations, en données également. Je pense qu'il était intéressant que de partager ce sujet-là avec un peu plus de monde que le cercle restreint qui a l'habitude de le manipuler habituellement. On compte beaucoup sur les éléments de restitution qui vont pouvoir circuler et de toute manière, il est évident qu'avec la montée en charge prévue sur le plan national et toutes les démarches qui sont en cours là actuellement avec l'ensemble des CPTS, il va y avoir de quoi travailler courant 2026 sur ce sujet du SAS pour enfin le faire, le donner à saisir en tout cas aux professionnels de santé du territoire. On va laisser la parole à nos 2 co-rapporteuses pour cette dernière session de restitution.
Qu'est-ce qu'on a retenu de tous ces échanges pour vous? Tout d'abord, il y a eu une présentation du SAS qui a été faite. Je ne vais pas tout reprendre en détail, mais il me semble qu'il y a certains points qui ont été cités et qui sont importants à retenir. Tout d'abord, le SAS, c'est une possibilité de prise en charge en 24 heures des soins non programmés avec des rendez-vous proches du domicile. Il faut retenir qu'il y a un filtre prioritaire qui est mis en application et qui dépend du cas. Le filtre peut être soit en fonction de la distance, soit en fonction de la durée de l'intervention, suivant les cas qu'ils reçoivent. Je pense qu'il est important de retenir aussi que pour éviter cet effet d'aubaine, que pour les médecins, les prises en charge sont bloquées à 20 prises en charge hebdomadaires par médecin et qu'il y a une recherche aléatoire des médecins disponibles autour du patient qui est effectuée pour que ce ne soient pas toujours les mêmes médecins qui soient sollicités. Et le dernier point qui me semble important à retenir, c'est que le médecin traitant est toujours pris en compte et toujours sollicité pour toutes les recherches de demande de SNP à travers le SAS. Ensuite, vous avez beaucoup parlé donc du développement du SAS, de l'avenir du SAS. On voit bien que tous les points qui ont été cités tournent autour de cette fameuse notion de coordination qu'on entend depuis ce matin et qui est, je pense, est le nœud de tout, enfin pas le nœud, le centre de toutes les solutions possibles et surtout des missions des CPTS, et c'est pour ça qu'on est là. Mais voilà, quelques points de vigilance pour ce développement du SAS. D'abord, il est impératif que le SAS puisse tenir compte de ce qui existe déjà sur les territoires. On a eu plusieurs présentations de solutions qui existent et qui fonctionnent sur les territoires, comme Entracte, comme les consultations sans rendez-vous, comme les centres de soins non programmés. Voilà, des choses qui existent sur les territoires et dont il faut tenir compte et intégrer dans le SAS. Un autre point de vigilance, c'est qu'il va falloir envisager une montée en puissance coordonnée. Voilà. Il a été présenté que ça sert à rien de recruter trop d'effecteurs si on n'a pas assez de demandes. Parce que si les effecteurs ils bloquent des créneaux ou ils proposent des créneaux et qu'on leur donne jamais de patients, ils vont en avoir marre, ils vont abandonner. Et d'un autre côté, il faut pas recruter trop de patients tant qu'on n'a pas d'effecteurs, parce que ne pas avoir de solution à proposer quand les gens appellent le 15, c'est pas une bonne solution non plus. Donc on voit bien que là aussi il y a une vraie coordination à faire pour la montée en puissance du SAS. Et j'ai noté aussi d'être vigilant à ne pas surcharger la ligne du 15 pour qu'ils puissent continuer à prendre en charge des urgences également. Un autre point de vigilance sur le déploiement du SAS, c'est qu'il faut qu'il soit une porte d'entrée vers autre chose. Il ne faut pas envisager le SAS comme une solution de soins non programmés pure, mais pour des cas peut-être un peu plus complexes ou un peu plus touchy, il faut pouvoir que le SAS se coordonne vers un parcours coordonné, enfin, que ce soit la porte d'entrée vers autre chose. Et ça, il faut le garder en tête aussi. Excusez-moi, dernière chose. Ouais, le point clé, c'est effectivement, on y était, le recrutement des effecteurs. Actuellement, pas encore assez d'effecteurs du SAS par rapport à toutes les demandes qui existent. Il va falloir intensifier la communication. Je pense que les CPTS, on a un rôle crucial à ce niveau-là. Mais tout en étant vigilant, il y a un point de vigilance qui nous a été donné, c'est qu'il faut une bonne communication vis-à-vis des médecins et qu'ils aient conscience qu'il ne faille pas s'inscrire dans le SAS seulement au niveau 2, parce que ça risque d'orienter des patients vers un médecin loin de chez eux ou hors du secteur de la CPTS, parce que si les médecins se mettent qu'en niveau 2, ils seront sollicités que forcément au deuxième recours, et c'est pas forcément ce qui est souhaité non plus. Donc dans la communication, il faudra bien appuyer l'importance pour les médecins de se positionner en niveau 1 du SAS. Et enfin, vous avez parlé donc de la gouvernance du SAS qui va voir le jour en 2026, et là aussi, cette gouvernance, vous nous avez dit qu'elle allait être vraiment, qu'elle allait intégrer tous les partenaires du territoire qui travaillent autour du SAS. Et on voit bien que là, le mot coordination est encore au centre de tout et au cœur de tout. Et je vais laisser Adeline conclure. Du coup, pour conclure cette table ronde, on pourrait dire que le SAS 91 ne pourra réussir qu'en s'appuyant sur l'existant, en particulier sur les CPTS, qui structurent déjà l'accès aux soins non programmés sur les territoires. Il faut rappeler que le SAS, médecine générale, du coup, appartient aux médecins libéraux. C'est leur outil, pensé pour valoriser leur travail et mieux orienter les patients. Son déploiement doit donc respecter un principe clé. Chaque médecin s'implique à hauteur de ce qu'il souhaite, dans une dynamique collective portée et facilitée par les CPTS. Et en articulant l'engagement des libéraux et la coordination territoriale des CPTS,
le SAS pourra probablement améliorer les parcours et soulager les urgences. Merci beaucoup pour ce magnifique